Alors bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir parmi nous Dr Mohsin Tiazi, un passionné de la dentisterie biomimétique. Alors Dr Tiazi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, tout le plaisir est pour moi. Merci Hakim pour ton aimable invitation. Je suis vraiment ravi d'être ici. Alors Dr Tiazi, on commence toujours par une première question. Avez-vous choisi la dentisterie par choix ou par pur hasard? Alors, dans mon cas, ce n'était pas un simple hasard. Très jeune, j'étais encore enfant. euh, J'allais voir mon oncle, le docteur Fouad Ksous, qui est d'ailleurs toujours en activité. Donc, j'allais le voir en tant que patient. Et dès le départ, l'environnement du cabinet m'a plu. J'aimais bien l'ambiance. Puis il faut dire aussi, j'avais aussi de l'admiration pour mon oncle. Et quelque part, j'ai eu envie de lui ressembler, voilà, d'être un jour à sa place. Et finalement, c'est tout simplement ainsi que les choses se sont faites. Ensuite, bien sûr, vous avez intégré la faculté de médecine dentaire à Casablanca. C'est bien ça, donc j'ai fait tout mon cursus à la fac de Casablanca. Et immédiatement après l'obtention de mon diplôme, quelques jours après la soutenance de ma thèse, je me suis retrouvé au CHU de Dijon, dans le service de chirurgie maxillofaciale et de stomatologie du professeur Malka. Et c'est comme ça que finalement une carrière professionnelle a débuté en France. Qu'est-ce qui a fait que, déjà, bien sûr, après le fait que vous êtes parti en France, c'était quoi le next step? Vous êtes passé à quoi? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de rester en France plutôt que de revenir au Maroc? Alors, au départ, ce que je voulais faire, étant étudiant, j'avais les idées assez précises. Je voulais faire de la paro, hein. Donc pour moi, c'était très clair dans mon esprit, je voulais être parodontiste. Donc c'est comme ça que j'ai atterri dans le service de chirurgie maxillofaciale de stomatologie, où on pratiquait entre autres la paro. Mais en arrivant dans ce service, je me suis aperçu que c'était quand même un environnement assez spécifique, assez particulier, dans le sens où c'est un exercice très polyvalent, où on pouvait passer dans une même matinée de l'ablation d'un kyste maxillaire sous-âgé à une prothèse maxillofaciale, puis de revenir à un acte endodontique, et tout ça de manière tout à fait naturelle, fluide, sans avoir finalement l'impression de changer de discipline. Et cette approche multidisciplinaire, transversale, je la dois beaucoup à mon mentor, docteur Daniel Perrin, qui me disait, qui n'arrêtait pas de répéter que le savoir, il ne faut pas le saucissonner, sinon il n'en reste pas grand-chose. Donc c'est comme ça que, en partant de cette volonté de faire un exercice exclusif en paro, ben, je me suis retrouvé, par la force des choses, euh, au départ par nécessité, puis progressivement par goût, à faire un peu de tout quelque part. Voilà. Donc c'est pourquoi j'aime un petit peu à dire que je suis spécialiste en omnipratique. Donc c'est un petit peu pas forcément très conventionnel comme terminologie, un peu une sorte d'oxymore, mais ça traduit aussi une réalité. D'ailleurs, c'était la prochaine question. Si vous avez à choisir entre l'omnipratique et la pratique exclusive, l'hyperspécialisation, vous choisirez laquelle? Vous choisirez laquelle? Alors, bon, je pense que chacun a sa propre trajectoire, bien sûr. Je n'ai pas la prétention de donner des conseils, ni de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais ce qu'on comprend très vite avec l'expérience, c'est que la dentisterie ne fonctionne pas de manière cloisonnée, que finalement les disciplines s'interpénètrent, qu'il y a bien évidemment une complémentarité, et que lorsqu'on va prendre en charge la bouche d'un patient, on a besoin de connaissances multiples.
Donc, focaliser sur un aspect, ça peut avoir du sens, mais on s'aperçoit que si on reste uniquement focalisé sur ce même aspect, ben, finalement, on va pas très loin. Donc, indéniablement, il faut savoir ouvrir son champ de vision, ses horizons, pour d'abord et avant tout dans le service du patient. Voilà, donc on a besoin de connaissances multiples, des connaissances qui s'hybrident quelque part. Et finalement, les gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir d'abord et avant tout pour qu'on les prenne en charge. Et pour ça, la multitude et la multiplicité des compétences, des connaissances est toujours la bienvenue. Mais est-ce que pour vous, c'est possible de tout maîtriser ou il faut juste avoir cette vision omnipratique et se focaliser pratiquement sur une des spécialités? Alors, évidemment, cette approche multidisciplinaire, elle est très exigeante. Elle demande du temps, une formation continue, mais véritablement en permanence. Bon, après plus de 30 ans d'expérience, je me considère quelque part encore étudiant. Chaque jour, j'apprends des choses. Non seulement j'apprends des choses, mais je désapprends des choses également. Donc c'est un renouvellement permanent. Donc c'est quelque chose qui se construit avec beaucoup de patience, d'effort. Il ne faut pas être trop pressé non plus. Mais au départ, il faut avoir cette ambition de multidisciplinarité. Mais par contre, la mise en œuvre doit être personnalisée en fonction des capacités, de la trajectoire de chacun. Mais dès le départ, il faut au moins avoir cette vision globale. Ok, d'accord. Alors, docteur Thiesi, on sait très bien que vous avez eu également une carrière hospitalo-universitaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors effectivement, donc après mon arrivée au CHU de Dijon, dans ce service de maxillofacial et de stomatologie, où j'ai suivi parallèlement un certain nombre de CES, de DU, où c'est là où effectivement j'ai eu finalement l'agréable surprise de découvrir en côtoyant des praticiens diplômés de faculté française que la formation qui m'avait été dispensée à la fac de Casa était de bonne qualité et n'avait rien à voir avec les autres, rien à envier aux facultés françaises. Et à l'âge de 27 ans, une opportunité s'est présentée à moi, un poste d'assistant hospitalier universitaire à la faculté de Reims. Donc vous imaginez bien qu'à cet âge, venant de Casa, pour moi, c'était véritablement une chance inespérée. Et très vite, j'ai compris que transmettre, dans le cadre de l'enseignement, c'est d'abord et avant tout apprendre. Et donc, pour moi, à l'âge que j'avais, c'était vraiment l'idéal. Et j'ai passé de nombreuses années où je me suis véritablement régalé, puisque mon quotidien, c'était outre l'exercice hospitalier, les cours, les publications, les congrès. Donc, c'était des années très formatrices et très enrichissantes. Et après, bien sûr, vous avez décidé de sortir, ouvrir votre propre cabinet, commencer une carrière. Alors, à la fin de ce parcours, ce qui était prévu, théoriquement, c'était que je rentre au Maroc. Maroc. Voilà. Et là, c'est présenté à moi, c'est toujours comme ça que les choses se font, un peu, là aussi, une rencontre, l'opportunité de pratiquer en exercice libéral, et très vite, dans un cabinet de groupe, très vite, je me suis senti très bien, et par la suite, le personnel s'est aligné avec le professionnel, et le choix s'est fait naturellement. Voilà, donc il faut dire sans quand même de longues hésitations, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'étais un moment tiraillé entre Rentrer rester, au rentrer, Maroc. mais finalement, je ne regrette rien. Et là, je suis parmi vous en vacances et quelque part, je suis un peu entre les deux. Alhamdulillah. Alors, on passe à un autre palier,
celui de la dentisterie biomimétique. Si vous avez à définir cette dentisterie biomimétique, comment vous le définirez? Alors peut-être que c'est bien de commencer déjà par dire ce que n'est pas la dentisterie biomimétique. Alors ce n'est certainement pas une dentisterie élitiste, réservée à de super dentistes pour des patients privilégiés. Non, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré à la réalité clinique, qui tient compte de tous les paramètres, notamment également des paramètres économiques, des contraintes économiques d'un cabinet dentaire. Donc le principe, c'est d'abord de comprendre que cette dentisterie biomimétique passe par des fondamentaux, la connaissance de certains fondamentaux, à savoir la biologie de l'organe dentaire et son fonctionnement, sa biomécanique. Donc c'est ce qu'on appelle la mécanobiologie. Il faut impérativement comprendre que l'organe dentaire, ce n'est pas un objet inerte, c'est une création biologique d'une extrême sophistication. C'est par là quelque chose de... Lorsqu'on analyse de près, on voit que le créateur a vraiment créé un organe fabuleux, non seulement adapté, mais aussi adaptable à son environnement, à sa fonction. Donc l'idée, c'est de se dire que la nature a tout prévu et qu'à travers nos interventions, tout ce qu'on peut espérer, c'est essayer de se rapprocher de ce modèle. Donc, à savoir respecter cette biologie, respecter cette biomécanique, et lorsqu'elle n'est plus là, essayer de la restituer au plus près de la forme originelle. C'est un peu le principe, je dirais, fondateur. On ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est quand même un parcours, mais l'idée c'est ça. Mais du coup, est-ce que pour vous, cette dentisterie biomimétique est un luxe applicable juste à un certain cas, ou bien c'est une philosophie qu'on peut appliquer au quotidien, dans nos cabinets bien sûr? Alors, la dentisterie biométrique ne vient pas de nulle part. Elle vient directement de ce mouvement transdisciplinaire qu'on appelle le biomimétisme et qui concerne des disciplines aussi variées que l'architecture, l'ingénierie, la médecine, le design. L'idée, c'est de se dire encore une fois, la nature, c'est la référence. Et que la solution est dans la nature. Nature knows best. C'est ça, en quelque sorte, la devise du biomimétisme. Donc, c'est quelque chose, c'est pas encore une fois une dentisterie élitiste. Chacun peut l'appliquer à sa manière, avec ses propres moyens. C'est quelque chose qu'il faut complètement distinguer de la dentisterie high-tech, que malheureusement on peut en observer les abus à travers le digital. Non pas que la dentisterie biométrique n'est pas capable d'incorporer ces nouvelles technologies, mais elle nous rappelle une chose essentielle, c'est que tant que la technologie au service de cette biologie en prend, par contre, lorsque ça devient l'inverse, très clairement, la dentisterie biométrique ne s'y retrouve pas quelque part. Et selon vous, en quoi cette dentisterie biomimétique respecte mieux la biologie? Alors, sans rentrer dans les détails strictement techniques, la dentisterie biométrique, encore une fois, part du principe qu'on a un modèle qui est imbattable, qu'on ne peut pas reproduire, donc on va essayer de s'en rapprocher évidemment avec humilité, et donc l'idée c'est, avec les moyens dont on dispose, à savoir essentiellement l'adhésion, intervenir
de manière à préserver la vitalité pulpaire à chaque fois que cela est possible, préserver les structures critiques, autrement dit plus précisément les structures cervicales, c'est ce qu'on appelle le biorhythme, et en dernier lieu, restaurer les pertes de substance en assurant une continuité structurelle et biomécanique. Donc c'est de cette manière-là, si on veut être vraiment très schématique, que fonctionne la dentisterie biomimétique. D'accord. Et en quoi la mauvaise intégration ou utilisation des technologies peut nuire à cette biologie dentaire? Parce qu'à un moment, la technologie, lorsqu'elle est mal comprise, elle peut assimiler une perte de substance à une simple perte de volume. Finalement, à des pixels qu'il faut restaurer. Or, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça, où il ne s'agit pas de restituer uniquement une forme, une esthétique, mais également une biologie, une biomécanique. C'est le garant de résultats durables sur le long terme. Parce que qu'on le veuille ou pas, la dentisterie dit mécaniste, traditionnelle, elle rend service, mais les taux d'échec, de complications C'est énorme. sont considérables. On a généré une forme d'hétérogénéité qui, dans les faits, est considérable et qui vient alourdir tous les jours notre activité, qui vient compliquer non seulement notre prise en charge, mais parfois elle va venir compliquer les interactions relationnelles qu'on peut avoir avec nos patients. Donc la dentisterie biométrique, c'est aussi une plus grande gratification, une plus grande satisfaction des patients et beaucoup moins de complications au quotidien. Donc c'est quelque chose de très terre-à-terre. D'accord. Alors, docteur Thiesi, on sait très bien que vous proposez plusieurs formations. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus, notamment votre plateforme de formation? Alors effectivement, avec mes associés, on a mis en place une structure, un organisme de formation qu'on a intitulé Formation biomimétique. Mais encore une fois, notre objectif, c'est de rendre cette dentisterie accessible. D'ailleurs, c'est un peu notre devise, c'est rendre la dentisterie biomimétique accessible au plus grand nombre. Donc il ne s'agit pas de faire des formations qui s'éternisent, des formations onéreuses qui vont s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est vraiment une base qui va permettre à chacun, selon son type d'exercice, de s'initier et de commencer l'exercice de la dentisterie biométrique à son rythme, en sachant que il ne s'agit pas non plus de prodiguer des recettes toutes faites. Donc on part quand même sur les fondamentaux, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la mécanobiologie de l'organe dentaire, ça c'est je dirais la base, et comment conserver, préserver et restituer cette mécanobiologie. Donc elle se veut, ces formations qui peuvent s'étaler de 1 à 3 jours, se veulent très pragmatiques et adaptables au plus grand nombre. Et du coup, ces formations seront autant disponibles au Maroc qu'en France? Absolument. Donc notre organisme est encore récent, donc on a déjà mis en place un certain nombre de choses. Et notre ambition, c'est à la fois de prodiguer ces formations en France, mais aussi dans mon pays d'origine, le Maroc. Et bien sûr, vous faites ça par passion. Alors tout à fait, moi je suis un peu passionné parce que j'ai l'intime conviction que c'est quelque chose qui peut apporter, qui peut rendre un grand service à nos patients, aux confrères. Pour moi,
ça a été véritablement un tournant, le passage à la dentisterie biomimétique. J'ai maintenant une trentaine d'années d'expérience. J'ai commencé à m'y mettre il y a une petite dizaine d'années. Et très clairement, lorsque je vois les résultats, encore une fois, c'est pas une dentisterie spectaculaire, hein, c'est pas une dentisterie bling bling. Hein, il s'agit pas, il faut pas confondre la dentisterie biométrique avec 12 facettes. Non, c'est pas ça. La dentisterie biométrique, c'est aussi la dentisterie du quotidien où il s'agit de faire très bien des choses très simples. Donc la dentisterie, j'insiste beaucoup sur cette notion, ce n'est pas une dentisterie d'élite, que ce soit pour les praticiens ou pour les patients. Et chacun, bien sûr, l'applique à sa manière, selon son contexte, parce qu'on n'a pas le même exercice, on n'a pas la même patientèle, mais le respect de la biologie, de la biomécanique, C'est partout. ben voilà. Je veux dire, la biologie de l'organe dentaire, elle est la même en Indonésie, au Maroc ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc à partir de là, évidemment, il y a des contextes économiques, des pratiques différentes, mais la base est la même. Exactement. Donc la méconnaître, c'est déjà commencer par prendre la mauvaise direction. C'est exactement ça. Alors, docteur Tiesi, on sait très bien que notre pratique, c'est, ou plutôt notre métier, c'est un métier très fatigant, très stressant. Comment vous faites pour équilibrer entre votre vie professionnelle, personnelle? Alors, pour ce qui est de cet aspect, je ne pense pas être un modèle du genre. Hein. Je ne suis pas un exemple à suivre. Hein. Simplement, à l'approche de la cinquantaine, j'ai compris que finalement notre capital, c'est notre santé. Et commencer à prendre soin de son alimentation, un minimum d'exercice physique, ça devient une nécessité. Je dirais même une nécessité d'ordre économique. Parce que aller au cabinet tous les jours et y passer 8, 9 heures, 10 heures, ça demande une condition physique adéquate. Et négliger cet aspect des choses, c'est non seulement mettre en péril sa santé, mais je dirais même l'équilibre économique, financier de son cabinet. Donc là-dessus, j'encourage tous les praticiens, les jeunes, les moins jeunes, à tenir compte de cette notion. Justement, en parlant de conseils, si vous avez un conseil à donner aux jeunes étudiants, jeunes praticiens, ça serait lequel ou lesquels? Alors, vous savez, donner des conseils, c'est un peu trop facile. Donc, pour ma part, je ne céderai pas vraiment à cet exercice. Mais par contre, à travers mon expérience, je me suis forgé des convictions. Et ces convictions, je peux évidemment les partager. Ça vaut ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire qu'il faut les appliquer, les transcrire à la lettre. Ben, la première, et vous l'avez bien dit, c'est que la carrière d'un chirurgien dentiste, elle peut être épouvante, elle est longue. Donc c'est un véritable marathon. On est diplômé vers l'âge de 25 ans et généralement une carrière qui dure 40-45 ans. Donc le plus important, c'est pas d'aller vite ni d'aller loin, mais d'aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faut savoir apprendre à se connaître. La philosophie grecque nous enseigne le fameux connais-toi toi-même. Donc ça veut dire aussi connais-toi toi-même, apprendre à se connaître, mais en même temps ne pas se comparer. On est tous différents. Et ce qui peut être bien pour l'un ne Mais l'est pas pas forcément. forcément pour l'autre. Et d'ailleurs, cette recherche de l'équilibre, un équilibre qui soit personnalisé, c'est pas uniquement la philosophie grecque qui nous l'enseigne, c'est aussi la culture où on a tous grandi. Et le Coran le résume, le formule de manière admirable. Tout est dit. Ni rigidité, ni excès, mais toujours un ajustement permanent. Voilà. Ah, merci beaucoup pour ces conseils très précieux.
Alors, on a fini le podcast et c'était un véritable plaisir de partager ce petit moment avec vous. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci d'avoir déjà accepté l'invitation. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, merci en tout cas si Hakim pour ton aimable invitation. Je te félicite pour ton initiative. Je sais qu'elle est très suivie, très appréciée et ce n'est qu'un début, hein. Je te souhaite tout le meilleur à la fois dans ton parcours professionnel et personnel. Merci beaucoup, c'est très Barakallahu gentil. fik. Alors les amis, merci beaucoup pour votre visionnage et Inch'Allah au prochain podcast.